Donc bonjour à tous, première vidéo de correction de votre exercice type bac que je vous ai donné à faire sur la coévolution. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'en même temps, je vais essayer de vous montrer le raisonnement, l'organisation, et je vous joindrai une correction tapée. Voilà. Alors, le sujet. Donc, à partir de l'étude des documents et des connaissances présentées, les arguments en faveur d'une coévolution entre Centropogon nigricans et Anura fistulata. Donc, la première chose à faire, c'est bien sûr de comprendre les termes du sujet, qu'est-ce qu'on a voulu dire, est-ce qu'il y a des termes que je ne comprends pas, etc. Donc là, on est bien d'accord, à partir des documents, c'est toujours la première chose à faire, c'est-à-dire que votre priorité va être de vous appuyer sur ce que vous aurez compris des documents en apportant parfois des connaissances. Présenter les arguments en faveur d'une coévolution. Alors peut-être que c'est ce terme-là que vous ne connaissez peut-être pas. Alors quand on est face à un mot qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on ne comprend pas forcément, d'accord, la première chose à faire c'est de ne pas paniquer et d'essayer de voir si on peut s'en sortir avec ce que l'on voit de ce mot. Donc là, si vous regardez, ce mot, il est composé de deux parties, co, comme dans coopérer, par exemple, et le mot évolution. Donc l'évolution, vous savez a priori ce que c'est, donc c'est le fait qu'on a des espèces qui évoluent, des changements de caractère, etc., qui sont sélectionnés par exemple par sélection naturelle ou par le hasard dans la dérive génétique. Et co, c'est ensemble. Donc on pourrait dire que la coévolution, c'est l'évolution conjointe de deux espèces. Donc ici, ces deux espèces, c'est Centropogon nigricans et Anura fistulata. Donc on doit essayer de démontrer que ces deux espèces ont évolué ensemble, conjointement. Alors, premier document, c'est un document de référence. Ce document vous montre juste comment fonctionnent les deux espèces mutuellement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la chauve-souris, qui est Anura, et qu'une fleur Centropogon, on voit que la chauve-souris rentre dans la fleur, d'accord, touche d'ailleurs cette petite partie. Donc, il y a quelque chose. La chauve-souris rentre dans la fleur, donc elle doit y trouver son compte, et peut-être que la fleur y trouve son compte. Donc c'est juste pour vous montrer ça. Un document de référence n'est pas analysé en tant que tel dans l'analyse. Document 1. Par contre, donc là, on va être sur des choses plus intéressantes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend. Donc premier document, qu'est-ce que je vais en tirer de ce document? Donc c'est un document qui me présente l'organisation de la fleur. Qu'est-ce que je vois qui peut être intéressant? Donc déjà, première chose que je vois ici, c'est qu'on a du nectar constitué d'eau et de sucre qui est au fond de cette fleur. Donc ça peut être intéressant pour la chauve-souris, c'est une source de nourriture. Source de nourriture. Donc voilà, moi j'écris sur les documents, sur votre brouillon, etc. Je relève les informations qui pourraient m'être utiles. D'accord? Ensuite, petit problème familial. Donc du coup, on a le nectar qui est au fond de la corolle. Ok? La corolle, on vous dit, c'est l'ensemble des pétales de la fleur. D'accord? Donc ça forme une sorte de tube. Ensuite, on voit que le pistil et les étamines sortent de la corolle. On a ici. Alors d'ailleurs, si vous vous rappelez ce qu'on a vu juste avant, c'est ce qui touche la tête ici de la chauve-souris. Donc c'est pistil et étamine. D'accord? Donc, soit vous vous souvenez que pistil et étamine sont les organes reproducteurs de la fleur. D'accord? Organe reproducteur femelle pour le pistil. Organe reproducteur mâle pour les étamines. D'accord? Donc, on a les étamines et les pistils comme ça qui dépassent de la fleur. Au fond de la fleur, on a quelque chose qui intéresse la chauve-souris, le nectar, constitué d'eau et de sucre. Ensuite, document 2. Donc, c'est une expérience où on va travailler sur la plante et on va travailler notamment sur la longueur. Ça ne veut pas se souligner. Voilà. Si c'est normal, où la plante, elle est raccourcie, la fleur, pardon.
Par contre, on conserve la longueur du pistil et des étamines. D'accord? Et on mesure deux choses. Premièrement, on mesure le prélèvement de pollen et le dépôt de pollen fait par quatre chauves-souris. C'est-à-dire que je vais mesurer combien elle récupère de pollen et combien elle dépose de pollen ensuite sur une autre plante, par exemple. D'accord? Donc, on a deux graphiques et une photographie. Donc, moi, je l'ai en deux fois, mais vous l'avez à la suite. Alors, la photo, d'ailleurs, elle nous montre le système. On voit la chauve-souris qui rentre dans la fleur, avec ici un système qui raccourcit la longueur de la corolle. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que le nectar, elle va le trouver plus près. Ça veut donc dire que la chauve-souris, elle n'a pas besoin de rentrer beaucoup dans la fleur comparativement à lorsque la fleur est beaucoup plus longue. D'accord? Ça, c'est de la compréhension. Donc du coup, premier graphique. Donc là, on suit le pollen transmis de la fleur vers l'animal. Donc le pollen qui serait déposé sur la chauve-souris. Donc on a 4 chauves-souris. Ok. On voit que du coup déjà entre elles ont une petite variation. Mais est-ce que ça m'intéresse par rapport au questionnement? Pas forcément. Donc je vais regarder plutôt la tendance. Je regarde. Donc la première chauve-souris, par exemple, elle a 300 unités arbitraires lorsque la corolle est raccourcie, c'est-à-dire qu'elle récupère 300 unités arbitraires de pollen lorsque la corolle est raccourcie, alors qu'elle en va récupérer à peu près 340 lorsque la corolle est normale. D'accord? Si je regarde les 3 autres chauves-souris, je vois qu'on a des valeurs un petit peu inférieures, mais par contre la tendance est la même, c'est-à-dire que lorsque la corolle est raccourcie, la chauve-souris récupère moins de pollen que lorsque la corolle est longue. D'accord? Donc plus elle est raccourcie, moins de pollen récupéré. Ça, c'est mon brouillon. C'est l'idée principale, celle que je vais garder, que je vais devoir utiliser ensuite pour essayer de faire du lien entre les éléments. D'accord? Ok. Ensuite, dans le deuxième document, cette fois, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure déposé par l'animal sur la fleur. Donc l'inverse. C'est le pollen qu'il avait sur la tête, la chauve-souris, ce qu'elle dépose dans la fleur. Donc du coup, vous avez de la même manière les 4 chauves-souris et on voit que la tendance, elle est identique. C'est-à-dire que lorsque la corolle est raccourcie, donc raccourcie, moins de pollen déposé que si la corolle est normale. D'accord? Alors, il y a des différences entre les 4 chauves-souris, qui sont peut-être plus efficaces que d'autres. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette capacité à déposer ou à donner le pollen en fonction de la taille de la corolle. D'accord? Donc, finalement, la taille de la fleur fait varier l'efficacité du dépôt ou du prélèvement de pollen par la chauve-souris. Alors, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Je finis d'écrire. L'efficacité du dépôt de pollen par la chauve-souris. D'accord? Ce qu'on a dit tout à l'heure avec cette photo, c'est que quand la corolle elle était plus courte, la chauve-souris avait besoin de moins plonger pour récupérer le nectar. Donc a priori, peut-être qu'elle touche du coup moins, ou elle va secouer moins de l'étamine pour récupérer le pollen. Document suivant, donc composé en 3B, étude réalisée sur les espèces du genre Anoura, donc les chauves-souris, et des végétaux présents en Équateur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde des espèces caractéristiques de chauves-souris, 3 différentes, Anoura codifera, Anoura fistula, Anoura geoffroyi. On regarde leur taille de langue et on regarde quels sont les végétaux, en tout cas les pollens des végétaux qu'on retrouve sur leur pelage. Si on retrouve des pollens sur leur pelage, c'est qu'elles sont allées dans leurs fleurs. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que, par exemple, Anoura codifera va visiter une fleur qui s'appelle Brumistera et la langue de la chauve-souris est de 3 cm. Celle qui nous intéresse, Anoura fistulata, d'accord, elle va voir
plusieurs plantes, dont la fameuse Centrogon nigricans. Et elle a une longueur de langue beaucoup plus longue que la chauve-souris précédente. Et Anoura geoffroyi, elle va voir Brumistera, d'ailleurs la même que la première chauve-souris, et elle aussi, elle a une langue qui est autour de 3 cm, puisque c'est 2,9 cm. Donc on voit qu'il y a des chauves-souris avec des langues de taille variable, d'accord, et c'est en association avec leur nourriture, c'est-à-dire la fleur qu'ils visitent. Alors, dans le document 3B, cette fois, on regarde la profondeur des corolles des fleurs qu'on a vu dans le tableau précédent. Donc, par exemple, les fleurs qui sont utilisées par les chauves-souris qui ont une langue de 3 cm, c'est celle-ci. D'accord? Les autres sont utilisées par la chauve-souris qui nous intéresse, Anoura fistulata. D'accord? Ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que les chauves-souris, si je fais le lien entre les deux, hein, alors, si je ne fais pas le lien au départ, je remarque quoi? C'est que les fleurs de Brumistera ont des corolles qui sont d'environ 3 cm. Les autres ont des corolles qui vont entre 5, enfin 4 et quelques, allez, 4,2 on va dire, et 7,5. D'accord? Toutes celles-là, c'est ceux qui sont utilisés par Anoura. On va vérifier pour être sûr. Markea, Centropogon, Margravia, Mariana. C'est ça, c'est ça. D'accord? Donc finalement, c'est-à-dire quoi? Que les chauves-souris qui ont des langues de 3 cm sont celles qui butinent, on va dire, qui vont chercher le nectar des fleurs qui ont des corolles à 3 cm aussi. Les chauves-souris qui ont des langues de 8 cm butinent des fleurs plus grandes qui ont des corolles entre 4,2 et jusqu'à presque 8 cm, 7,5 ici d'après le graphique. Dernier document, répartition des espèces d'Anoura fistulata et Centropogon en équateur. Donc si on regarde l'équateur, d'accord, on vous dit quoi? On vous dit, donc l'équateur en Amérique du Sud, on vous l'a représenté ici. Ici vous avez la cordillère des Andes. D'accord, montagne, je vous rappelle. Les triangles noirs représentent les chauves-souris qui nous intéressent. Donc elles sont ici. Vous voyez qu'elles sont en parallèle et proches de la cordillère des Andes. D'accord? Centropogon nigricans, qui est la fleur qui les intéresse, ces chauves-souris, c'est une espèce endémique. Endémique, je vous rappelle, on l'a déjà vu, que ça veut dire qu'elle est présente uniquement à cet endroit. C'est-à-dire que Centropogon, je le trouve nulle part ailleurs que dans cet endroit en Équateur. Et elle est endémique des versants des Andes. Ça veut dire sur les bords de la chaîne des Andes. Donc ça veut dire au même endroit que là où se trouvent les chauves-souris qui peuvent les butiner. Donc correspondance entre la zone de présence des fleurs et la zone de présence des chauves-souris. Voilà. Alors là maintenant, j'ai fait toutes les analyses de tous mes documents, d'accord? C'est-à-dire j'ai toutes les données. Il va falloir maintenant que je réfléchisse à l'organisation. Donc pour ça, moi je vous conseille une première chose, c'est toujours d'aller revoir le sujet pour vous rappeler qu'est-ce qu'on cherche. Donc on cherche à montrer qu'avec l'étude des documents et de vos connaissances, vous allez pouvoir expliquer qu'il y a une coévolution entre Centropogon, qui est la fleur, hein, et Anoura, la chauve-souris. Donc maintenant, avec tout ce que j'ai vu, il fait que j'essaye d'organiser ça de manière logique, pas forcément doc à doc. Ça peut arriver que l'ordre des documents soit l'ordre qui correspond à quelque chose de logique, mais il faut que j'essaye de trouver un plan. Donc moi, je me dis quoi? Je me dis que j'ai des documents qui me montrent comment on fonctionne la pollinisation
en tout cas le lien entre la chauve-souris et la fleur. Alors pour ça, c'est quoi? C'est le document 1 qui montre l'organisation de la fleur, et puis le document 2 qui montre qu'il y a un lien entre la taille de la fleur, l'efficacité de la pollinisation. Donc on pourrait dire que c'est les documents qui montrent comment l'interaction entre la chauve-souris et la fleur se font. D'accord? Les documents 3A, 3B et 4 montrent quoi? Montrent qu'il y a une forme d'adaptation, même pas une forme, une adaptation entre les deux, une adaptation physiologique, biologique, anatomique, la longueur de la langue, la longueur de la corolle, et aussi une adaptation géographique, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, et il n'y a que dans cette zone qu'on va les trouver l'un comme l'autre. Donc ça veut dire qu'ils ont fonctionné en même temps, ça veut dire que si je me rappelle de mes cours, et c'est là qu'intervient la partie connaissance, mais tout ce qui est évolution, petit à petit, ça s'influence. Par exemple, en sélection naturelle, on peut très bien imaginer que la fleur a grandi, d'accord? Comme elle grandit, c'est les chauves-souris qui ont les langues les plus longues qui vont avoir besoin, qui vont réussir à atteindre le nectar, et pas celles qui ont les plus courtes. Donc si elles réussissent à avoir le nectar, c'est elles qui survivent le mieux, qui se reproduisent le plus, et la génération suivante a une langue plus longue. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une coévolution. Ils évoluent en même temps parce que l'un influence l'autre, d'accord? Et inversement, c'est-à-dire que si j'ai que des chauves-souris courtes, ou en tout cas si j'ai des langues de plus en plus longues, il vaut mieux que ma corolle grandisse, parce que comme ça, la chauve-souris, elle est obligée de rentrer pour aller récupérer le pollen, donc pour pouvoir ensuite aller le porter à une autre fleur. Ça, c'est la pollinisation, ça va me permettre de reproduire la fleur, d'accord? Donc ils y trouvent mutuellement un intérêt, cette coévolution. L'un influence l'autre, l'autre influence de nouveau dans l'autre sens. D'accord? Donc du coup, si j'essaie d'organiser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une première partie sur les interactions entre, par exemple, les deux, donc la chauve-souris, la plante. D'accord? Donc là, je suis comme si j'étais au brouillon. J'écris simplement, j'ai pas besoin d'écrire compliqué tous les temps, les mots techniques. Ça, je le ferai quand je vais rédiger au propre. D'accord? Les interactions chauve-souris-plante, donc c'est-à-dire l'utilité mutuelle. D'accord? Ok. Donc là, on va utiliser le doc 1 pour présenter la plante, le doc 2 pour voir que ça aide à la pollinisation. D'accord? Ok. Et 2, là, je vais amener les arguments de la coévolution. Alors, ces arguments, quels sont-ils? C'est le lien anatomique entre fleur et la chauve-souris. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le 3A, 3B. D'accord? Plus lien géographique. Ça, c'est ce qu'on voit dans le doc 4. Et enfin, je peux faire un petit retour sur le doc 2 pour reparler de la coévolution, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils s'intéressent l'un à l'autre. Donc nourriture pour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils y gagnent chacun de leur côté, la nourriture pour la chauve-souris, la pollinisation pour la plante. Juste un petit retour pour parler de la notion de coévolution. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on apporte comme connaissances? Les connaissances, ça va être la sélection naturelle, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la sélection naturelle. Les chauves-souris avec des petites langues, ils ne peuvent pas utiliser ces plantes à cet endroit-là. D'accord? La sélection naturelle. Et puis, alors, là, pour le coup, aujourd'hui, on n'a pas encore fait tout ce qui est pollinisation, etc. Donc, on ne peut pas l'attendre. Je ne l'attendrai pas de vous. Mais on verra pour la plante. Donc là, on a la pollinisation par les espèces, par la chauve-souris. Hein. Donc, c'est une aide pour améliorer la reproduction. La notion de coévolution, alors celle-là, c'est déjà de la déduction par le mot, hein, si vous avez bien suivi. Et voilà. Donc là, j'ai mon plan. J'ai les connaissances que je vais intégrer. D'accord? Donc mon idée des sélections naturelles, elle va venir à la fin. La pollinisation, elle peut venir ici. La coévolution, elle vient à la fin. D'accord?
Ensuite, je vous rappelle que vous avez à faire une introduction avec notamment une problématique. Il faut essayer de se l'approprier, cette problématique. D'accord? Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, la question, on sait qu'on peut se poser la question de savoir si ces deux espèces sont évoluées indépendamment ou si elles ont évolué conjointement. Donc on peut la formuler comme ça. C'est finalement juste de la reformulation problématique, pardon, parce que je parle en même temps que j'écris, parfois ça rappe. Hop. Donc par exemple, ça serait ces deux espèces ont-elles évolué individuellement ou conjointement? Bien sûr, vous annoncez votre plan ensuite. Ce plan, on l'a préparé avant. C'est pour ça que l'introduction, elle se fait toujours avant, enfin après, elle s'écrit avant dans le texte. Mais tant que vous ne connaissez pas le plan, tant que vous n'avez pas bien analysé, tant que vous ne voyez pas par où vous allez passer, vous ne pouvez pas l'écrire. Donc il faut que vous passiez par le brouillon pour organiser là ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire comprendre les documents, les organiser, voir comment je peux organiser mon raisonnement. Et après, vous allez pouvoir bien affiner votre problématique et réfléchir à votre introduction. Et l'annonce de plan, il n'y a plus qu'à annoncer le plan que vous avez préparé. N'écrivez pas votre introduction en premier, ça n'a pas de sens en réalité. Voilà. La conclusion, on n'oubliera pas bien sûr de répondre aux problèmes sur la notion de coévolution, d'essayer de faire une ouverture. Alors, soit sur une autre, par exemple là, c'est de la sélection naturelle, on pourrait partir sur la dérive génétique, exemple. Voilà, donc j'espère que ça vous aura permis de comprendre ce qu'on attend de vous. Je vous joins bien sûr une correction détaillée écrite. Et voilà, bonne continuation.